Bonsoir Astrid de Villene. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Objectif Gare. On va rappeler pour nos téléspectateurs, pour nos lecteurs, vous êtes journaliste, reporter politique, vous êtes passé par Le Monde, par LCP, la radio classique, et vous êtes aujourd'hui chef de service politique au Huffington Post. Alors, on vous accueille ce soir parce que vous êtes à Nîmes pour une réunion publique. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt pour une séance de dédicace que vous organisez, puis un débat également autour de votre livre « Les 7 péchés capitaux de la gauche ». On va en parler dans quelques instants. Mais moi, une première question que j'avais envie de vous poser, vous qui êtes aux premières loges de la scène politique aujourd'hui, vous suivez dans votre activité au quotidien, comment vous analysez le monde politique d'aujourd'hui ? Je crois qu'il va très mal. Je pense qu'on le voit à l'abstention. Les Français se détournent de la politique, notamment les jeunes. Et je vois tous les jours des responsables politiques, notamment nationaux à Paris, qui ne savent pas comment faire pour aller les chercher. Et il y en a, c'est vraiment sincère. Ils ont envie de se réconcilier, entre guillemets, avec la population. Ils ont envie que les Français s'intéressent à la politique. Je crois que souvent, ils oublient de regarder aussi leurs erreurs collectives passées. Donc, je dirais que la politique, je le dis souvent, elle est démonétisée. Je le vois aussi au niveau des parlementaires, au niveau des conseillers, même à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères. Les grands cerveaux, les grands stratèges que moi j'ai pu connaître des temps de Sarkozy ou Hollande, ils sont partis dans le privé. Et c'est assez inquiétant, je pense, pour notre République, notre démocratie. Est-ce que c'est la fin des partis traditionnels ? Parce qu'on le voit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, mais ils ont plutôt le vent en poupe. Oui, quand on regarde les trois gros mastodontes c'est un peu fort, mais les trois gros qui s'imposent aujourd'hui en politique, il y en a trois. Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Les trois, ils n'ont pas de parti classique, avec des élections internes ou des partis très anciens. Alors le Rassemblement national d'ailleurs a changé de nom, c'est un petit peu à part, mais moi je ne crois pas du tout que les partis soient morts dans leur structure. Je crois juste que les gens qui peuplent aujourd'hui les partis politiques... C'est l'adhésion, c'est la volonté, l'engagement. Oui, c'est des méthodes trop anciennes. On le voit aujourd'hui avec le Parti Socialiste. Là, c'est criant d'actualité aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Oui, vous avez bien fait de venir à Nîmes. Oui, aujourd'hui, franchement. Avec ce qui se passe au Parti Socialiste. J'étais dans le train, je regardais les conférences des uns et des autres. Honnêtement, on se croirait au congrès de Reims, mais sans les militants. Donc c'est un petit peu pathétique, honnêtement. On en rigole, mais c'est très triste. Pour le Parti Socialiste, c'est très triste pour ce parti qui a une immense histoire. Donc, comment vous dire, moi je crois que les partis... Je ne crois pas non plus à ces forces nouvelles avec des clics où il y a une personnalité qui émerge. Ça marche un temps, mais on voit bien que c'est pas ça qui réconcilie non plus les Français avec la politique. L'abstention, elle est toujours aussi élevée. Et en plus, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Que va-t-il devenir de En Marche, qui porte les initiales d'Emmanuel Macron, sans Emmanuel Macron? Que va devenir, et on le voit, la France Insoumise, sans celui qui l'a créé, Jean-Luc Mélenchon? Donc pour moi, ça, c'est pas... sur la durée, je suis pas sûre que ça marche. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Un mot sur lui. Alors, il a bouleversé quand même, on peut le dire, l'échiquier politique en faisant cette démarche du en même temps, de droite et de gauche. Et à la fin, on se dit, est-ce que ça va survivre à Emmanuel Macron, ce parti qui désormais s'appelle Renaissance? C'est la grande question qu'on est tous en train de se poser. À Paris, tout le monde se pose la question. Tout le monde. Et personne n'a la réponse, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve en fait assez incroyable, c'est que Emmanuel Macron, en se faisant réélire, c'est vrai qu'il a commis quelque chose de nouveau, parce que c'est très rare dans un quinquennat de réussir à se faire réélire. Personne, en tout cas avant lui, n'avait réussi à le faire sans cohabitation. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu dans une situation inédite, c'est-à-dire que celui qui serait en mesure de se représenter ne pourra pas le faire. Et comme Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de très perso, il n'a pas, comme beaucoup de leaders politiques, ce que je déplore moi à tout point de vue, du tout organisé sa succession, et il ne s'en mêle pas, voire il l'empêche, donc en laissant des talents des uns des autres émerger. Et en même temps, ils nous font une petite musique à l'Élysée très classique à nous journalistes politiques pour dire la grande crainte d'Emmanuel Macron, c'est que Marine Le Pen passe. Donc c'est paradoxal. Ça va être intéressant d'ailleurs les prochaines années, parce qu'on sent bien qu'à un moment donné on a essayé de faire monter Édouard Philippe. Aujourd'hui on essaye plutôt de faire monter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est eux surtout qui essayent de se faire monter tout seul, mais oui, aussi, est-ce que ça va marcher? C'est ça. Ouais. Moi j'entends aussi beaucoup de gens au pouvoir qui vous disent on va jamais, sans Macron, on va jamais réussir à gagner. Et alors à gauche, c'est intéressant parce qu'il y en a qui espèrent beaucoup de cette fin de règne, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Parce qu'ils disent, peut-être qu'on va les récupérer, nous, les territoires de progrès, l'aile un petit peu gauche de la Macronie, peut-être qu'ils vont finalement venir. Donc tout va encore, on n'arrête pas de dire le mot décomposition, recomposition, en fait, on n'en a jamais fini, il faut qu'on trouve un nouveau mot. On parle des dernières campagnes présidentielles, puisque vous avez suivi la campagne victorieuse de François Hollande en 2012. Vous avez suivi également Jean-Luc Mélenchon. Cette campagne, elle avait quelle saveur, celle de François Hollande en 2012? On va le rappeler, un dernier président socialiste. Elle était assez extraordinaire.
Moi, je l'ai vraiment suivi dès les primaires de 2011. On l'appelait le monsieur 3%. Ouais, alors déjà ça. De toute façon, en politique, c'est toujours comme ça qu'on s'amuse quand il y a une surprise. Donc c'est vrai que François Hollande arrive quand même parce que Dominique Strauss-Kahn est empêché, il ne faut pas l'oublier. Et il y a une vraie envie et il y a une vraie qualité, justement, on parlait de qualité des profils au sein du Parti Socialiste à l'époque, qui est encore un Solferino, avec des talents qui sont allés aux États-Unis voir la campagne de Barack Obama, qui arrivent avec des techniques numériques assez incroyables à l'époque. Aujourd'hui, ça paraîtrait un petit peu ringard, mais à l'époque, c'était impressionnant. Le porte-à-porte, bien sûr, les réseaux sociaux, les affiches, le changement c'est maintenant. Ça, c'est de la campagne présidentielle. Vous voyez, Anne Hidalgo, je ne sais même plus son slogan, je ne sais même plus où elle a fait ses meetings. Je m'en souviens plus. Voilà, personne. Là, il y avait un truc qui se passait. Après, ça a déçu. Après, il y a eu, comme souvent, la conquête du pouvoir, c'est finalement le plus, Vous disiez le plus facile. Que c'est peut-être un accident qui était lié à DSK. Est-ce qu'on peut même dire peut-être que François Hollande, après coup, il a été réélu aussi peut-être par défaut, parce que les gens ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy, ou non? Vous pensez quand même que sa personnalité, à un moment donné, elle a plu aux Français? Je pense qu'il avait un excellent programme. Je ne dis pas qu'il a été forcément totalement appliqué, mais je crois que le programme a été bossé. Hier, justement, on en parlait avec des journalistes et on se souvenait de Mitterrand qui disait toujours « le fond et la forme et la stratégie, ça va ensemble ». Et on dirait que beaucoup l'oublient ça en politique aujourd'hui. Donc, François Hollande, il bosse un programme sérieux. On a des mesures en tête, les fameux 75%, le de taxation, le Bourget, mon ennemi c'est la finance. On entend des choses, ça arrive à nos oreilles en fait. Et en plus de ça, ils ont une équipe de communication, réseaux sociaux, stratégie. Pour crédibiliser ces propositions. Force sur le terrain, bien sûr, qui est là. Moi, je me souviens, le meeting du Bourget, honnêtement, je me dis, je suis en train d'assister à quelque chose d'historique. Oui. Et je ne l'ai pas beaucoup vécu ça. Un petit peu avec Emmanuel Macron. Forcément aussi avec Zemmour et Le Pen, hein, parce que c'est. Vous les avez suivis également? Oui, je suis allée à quelques meetings. J'ai vu la force aussi de frappe de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays avec l'extrême droite. Hein. Il y a énormément de monde. Il y a des gens d'ailleurs, en tout cas pour Marine Le Pen, moi j'ai surtout suivi son meeting d'Arras pendant la campagne. C'est des gens qui sont là, qui devraient être à gauche en réalité. Ce sont des catégories très populaires. C'est des gens qui travaillent dans des usines. C'est un tatoueur. Des gens qui crèvent de faim, qui s'en sortent plus. Je ne sais pas si c'est crève de faim, mais clairement, c'est des gens qui sont très très populaires. Et Éric Zemmour, comment il a réussi à se saborder autant? Lui qu'à l'automne, avant la présidentielle, tout le monde imaginait que ça serait la surprise. D'ailleurs, non, je pense pas qu'il c'est souvent le cas, les surprises se dégonflent. Je pense, ouais, c'est vrai, mais moi je pense pas qu'il se soit sabordé. Je pense que ses propositions n'ont pas plu aux Français, tout simplement. Enfin, je crois que son discours extrêmement radical, il a quand même été condamné plusieurs fois pour racisme, enfin, haine raciale. Voilà, donc je ne crois pas que les Français soient comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne pense pas que Marine Le Pen, dans son électorat, ce soit 100% de racistes. Je ne crois pas du tout. Je pense que cet électorat-là, c'est un électorat qui a été déçu par la gauche, par la droite et par Emmanuel Macron aujourd'hui. Et probablement parce qu'elle a fait une campagne aussi sur le pouvoir d'achat qui a intéressé aussi les Français. On dit un mot rapide de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez suivi également cette campagne. C'est quand même une personnalité hors norme, non, à gauche. Oui, c'est vrai, mais pas qu'à gauche. C'est un personnage, moi ce que j'apprécie dans cette personnalité-là, c'est que c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il lit, il bosse, il connaît l'histoire. Quand il est dans ses bons moments, de bonne humeur, c'est quelqu'un d'exceptionnel à écouter, avec qui on peut avoir une discussion très profonde. C'est aussi quelqu'un qui fait peur, aussi, peut-être. J'allais le dire, c'est le gros problème, c'est le gros défaut de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je l'ai mis dans mon chapitre La colère. C'est qu'il n'arrive pas à se temporiser. Et je crois que ça, c'est pareil, les Français le voient. Moi, je l'ai écrit dans mon livre et je l'ai toujours dit en 2019, sur les plateaux de télé à l'époque. La scène des perquisitions, quand il dit « la République, c'est moi » et qu'il menace physiquement un policier, pour moi, il a perdu ce jour-là. C'est triste en politique, mais il y a des images, elles restent. Comme quand Anne Hidalgo dit « je vais rester maire de Paris, je ne serai jamais candidate à la présidentielle » et que l'année d'après, elle est candidate à la présidentielle, ça reste. Il ne faut pas prendre les électeurs pour des idiots. On dit un mot sur votre dernier livre, Les 7 péchés capitaux de la gauche. Alors ça revient sur la récente percée, bien évidemment, de la NUPES. Mais pour vous, vous dites quand même que la gauche va avoir du mal à se relever de la situation d'aujourd'hui en politique. Vous dites qu'elle est prisonnière de ses vices universels, puisque c'est comme ça que vous avez appelé au travers des péchés capitaux. On le voit encore avec l'illustration du Parti Socialiste aujourd'hui, puisqu'apparemment il y a 2 vainqueurs, alors que nous, on attendait qu'il n'y en ait qu'un seul. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Parti Socialiste? C'est ahurissant, honnêtement. Se permettre ce genre de polémique pathétique et grave pour un parti qui se veut démocratique, quand on est à ce niveau-là dans les résultats électoraux, c'est-à-dire le dernier 1,75%, c'est honteux. Enfin, je veux dire, mais c'est comme de maintenir Adrien Quatennens dans ses rangs quand on se veut un parti communiste.
Ça va dans la luxure si j'avais eu le temps de rajouter ce Vous cas. aurez peut-être un tome 2 à Je suis faire. pas sûre parce qu'honnêtement, au bout d'un moment, Il y a c'est d'accord assez à compter. fatigant. Non, mais honnêtement, c'est Parce assez qu'on pourrait dur. parler de Manuel Bompard qui a décidé qu'il n'était plus nécessaire de faire un vote Oui, pour oui. choisir quel était le premier d'entre eux. Voilà. Chez les Il a été insoumis. désigné à l'unanimité. C'est encore quelque chose. Non, il faut Ça fait peur s'ils arrivent au pouvoir, peut-être. Hein, aussi. honnêtement, oui, Sur ça la dit, conception non, mais qu'ils ça ont de la dit quelque démocratie. chose, bien sûr. Et puis, je vais vous dire, je crois qu'en fait, tout ça, qu'est-ce que ça dit? C'est le manque de travail. Et ça, c'est mon chapitre paresse, qui, à mon avis, est le plus important du livre. La paresse. Il faut arrêter de appeler les journalistes, bavasser, aller prendre un café, prendre les postes dans les conseils départementaux, etc. Non, maintenant, il faut vraiment travailler à la structure, au fond, au programme. Et surtout, pour moi, le plus important, la reconquête des gens. Allez les voir. Marine Le Pen, pourquoi elle fait ces scores-là? Parce que ces élus, ces troupes, ils sont tous les jours, tous les dimanches sur le terrain dans toutes les villes et les villages de France. Ce que ne fait pas du tout ce que ne font pas les Insoumis et ce que ne font plus beaucoup le Parti Socialiste. Je voulais dire un mot également sur votre livre, le précédent, qui s'appelait Harcelé, qui était consacré à une enquête sur les violences faites aux femmes. En France, vous-même, vous avez été victime, je crois, de harcèlement sexuel. On a beaucoup entendu ces dernières années des affaires de ce genre. Est-ce que ça concerne particulièrement le monde politique, où aujourd'hui on le retrouve dans toutes les strates? Alors, ce que j'ai voulu dire dans ce livre et démontrer, parce que j'ai fait 100 interviews de femmes ou de personnes professionnelles qui accompagnent les victimes, c'était de bien démontrer que ça concerne tout le monde. Les violences conjugales, le sexisme. Donc j'ai aussi bien... Quelles que soient les catégories sociales. Exactement. J'ai aussi bien une patronne de grande entreprise ou une cadre à la Défense à Paris dans une entreprise du CAC 40, qu'une pompière, qu'une femme de ménage dans une entreprise dans la Sarthe, que des agricultrices en Mayenne, que des personnes âgées sur la Côte d'Azur, et toutes, elles me racontent la même chose, que des actrices, des politiques, etc. Donc ça, c'était pour moi essentiel de démontrer que c'est un système, le patriarcat, on le sait désormais grâce à la théorie, mais moi, je voulais la rendre humaine. Et je voulais montrer en fait des exemples que peu concrets. importe qui vous êtes, quand vous êtes une femme, vous avez des problèmes en plus dans le pays. C'est pas un scoop. Après, sur le monde politique, c'est honnêtement scandaleux ce qui est toujours en train de se passer. Et on le voit, l'affaire Quatennens, ils ne se rendent pas compte qu'elle va rester comme j'ai même pas envie de dire le pansement du capitaine Haddock, c'est bien plus grave que ça. Donc, non, il faut prendre très au sérieux ces choses-là. Et la politique, comme il y a du pouvoir, forcément, ça démultiplie aussi. Enfin, pour moi, c'est pareil dans tous les milieux, mais ça démultiplie aussi les enjeux, la violence, la façon aussi de faire de la politique qui est souvent encore trop virile. Je vais tenter quelque chose. Hein. Je suis pas sûre que ce qui se passe aujourd'hui au PS, avec 2 femmes ou une femme et un homme, je sais pas si c'était la même. C'est de la politique fiction, oui. mais je sais pas. Vous avez probablement Le côté, raison. qui va gagner? On va se compter vraiment à 50,1%. Enfin, personne n'a gagné. Ce scrutin, honnêtement, il est, à mon avis, nul. Mais voilà, donc il faut des femmes en politique, il faut les promouvoir. On est bien d'accord et on est ravis en tout cas que vous soyez avec nous ce soir sur Objectif Gars. On va dire un tout dernier mot, puisque vous êtes chef du service politique chez Huffington Post. Le métier de journaliste au sein de ce titre, qu'est-ce qui le différencie des autres médias avec qui vous avez travaillé? On pense au Monde notamment. Alors moi, ce que j'adore au HuffPost, c'est qu'on est déjà gratuit. C'est-à-dire que n'importe qui... Comme Objectif Gars. Exactement. On est un peu le même modèle, je pense. On peut, n'importe qui, en France, à l'étranger, peut nous lire. Donc ça, j'aime beaucoup ça. En plus, on a une grande liberté. Donc voilà, on essaye d'être un tout petit peu impertinent dans nos titres. Et puis, on a des valeurs. Et je crois que c'est surtout pour ça que j'ai rejoint le HuffPost. On a des valeurs sur l'écologie, on a des valeurs sur la défense des minorités, on a des valeurs sur le droit des femmes et le droit des LGBT. Et voilà, c'est des choses, je crois qu'on est identifié là-dessus. On n'en fait pas, voilà, on ne le crie pas sur tous les... mais en tout cas, on vit avec ça. La rédaction, pour ça aussi, est assez engagée. Mais nos papiers, ils sont, je pense, quand même assez neutres et ils racontent l'actualité. Ils sont très intéressants. D'une autre manière. J'ai l'occasion d'y aller tous les jours. C'est gentil, merci. Non, et c'est très bien. Merci. Merci Astrid de Vilaine d'avoir été avec nous sur Objectif Gare. À bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation.